Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir patienté. On attendait encore un peu parce que a priori il y a quelques bouchons sur Rennes. Il y en a sûrement qui vont nous rejoindre après. Mais en tout cas, on est ravis de vous accueillir ce soir pour cette table ronde. C'est le deuxième rendez-vous de cette semaine de l'avenir managérial. On a déjà eu un rendez-vous hier et on en aura encore un autre après. On est vraiment ravis d'avoir préparé cette semaine. L'idée, c'était de vraiment pour les cadres, pour les managers, pour les dirigeants, de prendre de la hauteur sur ce monde qui est vraiment ce monde du travail qui est en transformation. Donc voilà, c'était ça l'objectif de cette semaine. Et on est ravis de vous avoir. Pour vous parler un tout petit peu de l'école, même s'il y en a beaucoup qui connaissent déjà très bien l'école de Rennes School of Business, voilà, on est une école qui fait partie des 1% des écoles dans le monde qui ont la triple accréditation. Donc ça, c'est vraiment un point très important. On a 5000 étudiants de 100 nationalités différentes. Plus de 30 000 alumni, donc voilà, c'est vraiment une belle école bonjour, qui continue de se développer. Vous avez aussi la présentation des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc des grands noms avec lesquels on travaille, notamment sur la partie Executive Education. J'ai oublié de me présenter, donc je vais le faire tout de suite. Donc je suis Jennifer Saliba, je suis responsable de la commercialisation des formations à la fois diplômantes et à la fois certifiantes sur l'Executive Education, donc la partie formation continue. Donc voilà pour moi. Et donc voilà, pour revenir sur les entreprises avec lesquelles on travaille. Quelques mots, quelques chiffres plutôt, assez rapides sur l'Executive Education. Ça fait 30 ans qu'on existe, notamment les parcours diplômants, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. On a 3 campus maintenant, vraiment, à Rennes, à Paris, mais aussi à Shanghai. Et on a chaque année, on forme un peu plus de 1000 managers. Donc voilà, c'est les chiffres de l'Executive Education. Voilà, parce qu'on sait qu'une vidéo, c'est toujours mieux que tous les mots que je peux dire. On va lancer une petite vidéo sur ce qu'on a pu faire, notamment en 2025. Antoine, c'est à toi. « 2025 a été une année d'accélération. Des accélérations technologiques, environnementales, humaines, économiques. Une année où les compétences ont dû évoluer au rythme du monde. À l'Executive Education de Rennes School of Business, nous avons choisi d'être au rendez-vous. En créant de nouvelles expériences, en renforçant celles qui avaient déjà un impact tangible et en préparant des dispositifs capables d'équiper les leaders face aux défis émergents. Nous avons pris la parole dans des congrès, des tables rondes, des débats nationaux pour apporter de la clarté sur une question centrale: comment diriger dans un monde qui change plus vite que jamais. Notre mission s'articule autour de 3 piliers: Next Skills, Next Organization et Next Mindset. Premier pilier, Next Skills. Avec I à son filtre, nous avons déployé une collection de programmes intensifs destinés aux managers, aux RH, aux commerciaux, aux marketeurs et aux financiers. Des expériences conçues pour comprendre l'IA, en maîtriser les usages et développer une approche stratégique immédiatement mobilisable dans son métier. Next Skills, c'est aussi Next Chief Learning Officer, Next CLO. Premier certificat dédié à celles et ceux qui pilotent la montée en compétences, la formation et construisent des organisations apprenantes. Deuxième pilier, Next Organization. Next Organization, c'est avant tout le design organisationnel stratégique. Une stratégie ambitieuse a besoin d'une organisation solide. C'est l'origine de la formation qui prépare les décideurs à réussir la transformation de leur entreprise. Troisième pilier, Next Mindset. Rappelle que la performance n'existe pas sans robustesse humaine. C'est pour cela que nous avons créé LeaderFit, un dispositif qui allie santé et leadership au service de la performance durable des dirigeants, managers et de leurs équipes. 2025 a aussi été une année de communauté. Le parcours manager a poursuivi sa dynamique. L'exécutive MBA a continué son ascension, accompagnant des dirigeants qui souhaitent allier performance, innovation et durabilité. Et le Global DBA a réuni des leaders de 4 continents autour de la recherche appliquée au management stratégique. Enfin, 2025 a été une année d'alliances fortes. Nous avons collaboré avec des organisations engagées et innovantes, telles que LinkedIn Learning,
Zoï, Carrefour, Microsoft ou Tomorrow Theory, ainsi qu'avec des partenaires académiques internationaux comme USC en Californie et le eCust à Shanghai. Ces alliances ont enrichi nos programmes et élargi les horizons de nos participants. Et en regardant en arrière, une vérité s'impose. Votre chemin n'a jamais été linéaire. Il a été fait de pas, d'apprentissage et d'élan. Et ce chemin, nous le parcourons avec vous. Rennes School of Business, Executive Education and MBA, Unframed Leaders for an Unframed World. Voilà pour cette belle vidéo sur l'executive education. Ça vous donne voilà, un bon aspect de ce qu'on est capable de faire chez nous. Je vais revenir, juste... Voilà. Je vais revenir maintenant juste rapidement sur nos deux parcours, nos deux programmes diplômants, donc qu'on voulait vraiment mettre en avant sur cette semaine. Le premier, c'est le parcours manager, donc qui est un parcours qui dure 12 mois en présentiel à l'école. C'est vraiment compatible avec une activité professionnelle puisque c'est 3 jours par mois à l'école. Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est d'avoir un diplôme à la fin, un niveau Bac plus 3, Bac plus 4. Il y a plusieurs modules sur ce parcours. Il va y avoir de la stratégie, du marketing, de la finance comptabilité, du pilotage de projet et évidemment du management d'équipe. Donc vraiment, c'est un parcours très très complet qui existe depuis plus de 30 ans, on l'a dit. Il y a une belle promo. Il y en a quelques-uns ce soir qui sont là de la promo actuelle et je les salue. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment moi qui m'en occupe, donc n'hésitez pas à venir me voir sur ce parcours. Le grand frère de ce parcours manager, c'est l'exécutive MBA, et dont c'est Olivia, ma collègue qui est ici. C'est elle qui s'en occupe et qui s'occupe de la commercialisation. Donc là, contrairement au parcours manager, c'est 18 mois, tout en anglais. On a quelques représentants ici aussi de la cohorte actuelle. C'est vraiment pour faire un jump de carrière, évidemment. L'exécutive MBA, c'est reconnu à l'international. Donc ça permet vraiment d'avoir une accélération de carrière. Et c'est un niveau Bac plus 5 pour le MBA. Voilà, ça c'était pour quelques petites choses sur nos parcours diplômants. Évidemment, on se tient à votre disposition pour en savoir plus. Et maintenant, ce qui vous a ramené ce soir près de nous, cette belle table ronde. J'ai le plaisir de mener cette table ronde. Voilà, on sait que le monde est vraiment incertain, changeant, complexe. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'en discuter avec quatre représentants et 4 intervenants que je remercie d'être venus ici. L'idée, c'est vraiment de répondre à cette question qu'on a voulu un petit peu provocatrice, je pense que vous l'avez tous remarqué. Donc, est-ce que manager en 2026 est vraiment devenu mission impossible? C'est ce dont on va débattre ce soir. Donc, je vais faire venir les intervenants. Donc, Alexis Bonnel, qui est le DG de MS Industrie. Séverine Brémaud, qui est la DRH de Enensys Technologies. Rejoignez-moi sur scène, je vous en prie. Olivier Biancarelli, qui est le DG de la promotion chez Giboire. Et Stéphanie Liljoubert, qui est la directrice Talent Acquisition chez Engie et qui représente aussi la NDRH Bretagne Est, dont je sais qu'il y a certaines personnes ici aussi. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Merci à vous déjà d'être là ce soir. Hop. Voilà, donc l'idée c'est d'échanger ensemble pendant une petite heure sur pas mal de sujets. On va commencer déjà sur une première partie. Pourquoi aujourd'hui le management est si complexe? Pourquoi le management est devenu si complexe? Et je propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet. N'hésitez pas, vous avez les micros sur la table. Alexis, par exemple, allons-y. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On avait parlé pas mal en préparation évidemment de cette table ronde, du temps, de la temporalité de l'entreprise et de la temporalité personnelle. Est-ce que c'est cette différence qui complexifie le management aujourd'hui? Bonsoir à tous. Effectivement, je pense qu'on est en face d'une accélération importante dans le monde, dans la sphère privée, avec une dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux qui eux, tournent à une vitesse incroyable, et le monde de l'entreprise qui est beaucoup plus lent. Et donc, on se retrouve à gérer des situations avec des salariés qui ont des attentes calées sur leur monde privé, et
temps de réalisation dans nos sociétés qui est beaucoup plus long. Et donc, on a besoin de s'assurer, en tant que manager, de faire comprendre ces différences et de donner une vision qui est un petit peu plus long terme que celle qu'on peut avoir au travers des réseaux sociaux. Et je pense que c'est une complexité qui est en train de s'accroître et on a besoin de travailler là-dessus. Merci. Peut-être Séverine, est-ce que vous voudriez réagir sur ce décalage? Est-ce que les collaborateurs acceptent aujourd'hui encore le temps long, en entreprise notamment? Non, effectivement, oui, c'est bon. Je pense que, comme le disait Alexis, il faut beaucoup de rapidité et d'adaptabilité. Et dans les petites entreprises, ça se voit tout de suite. Donc les collaborateurs attendent des réponses rapides au niveau RH, au niveau de leur manager. Et ce temps long est parfois difficile à comprendre. Le temps de réaction peut être un peu compliqué. Donc les collaborateurs attendent effectivement beaucoup de rapidité de la part de leur manager. Merci. Est-ce que vous vouliez réagir plus dans le détail sur ce sujet de la temporalité? On avait parlé, Stéphanie, de temporalité chinoise. Peut-être qu'on peut en dire un tout petit peu plus. Comme ça va éclairer tout le monde. Et, ouais, ça peut être assez intéressant, je pense. Alors, peut-être juste avant de parler de pensée chinoise, juste en rebond avec ce que disait Alexis, effectivement, tu parlais des réseaux sociaux. Maintenant, il y a aussi l'IA qui vient rajouter une couche de complexité et de rapidité et qui vient pas mal bouger nos organisations et les compétences. On l'a vu dans le petit film également. Après, quand on parlait effectivement de l'accélération, en fait, j'indiquais qu'il était important aussi d'avoir des temps, en fait, de décréter aussi des petits temps de décélération aussi. Et la pensée chinoise, en fait, nous invite à penser aussi à des cycles et de se ressourcer. Et tout notre enjeu actuellement, c'est de trouver un bon équilibre parce que nous restons des humains, nous ne sommes pas encore des humanoïdes. Et donc, voilà, trouver un bon équilibre entre l'accélération du temps et en même temps de se préserver et d'avoir des petits temps voilà, aussi entre êtres humains un peu déconnectés. C'est pour ça qu'on parlait de pensée chinoise. Très bien, merci beaucoup. Olivier, peut-être une réaction sur... est-ce que, toujours sur le management, est-ce qu'on doit davantage rassurer aujourd'hui, par exemple? Est-ce que, voilà, ça peut être une question intéressante. Oui, moi je voudrais introduire des nuances par rapport à ce qui s'est dit, parce que je pense que c'est aussi une question d'écosystème. Moi j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans une entreprise qui s'occupe donc d'immobilier, de promotion immobilière, d'aménagement urbain. Donc les cycles du business se passent sur 5-10 ans, donc ce sont des cycles très longs, contrairement aux services par exemple qu'on peut connaître dans des boîtes comme Engie, même si c'est fait aussi des infrastructures. Donc ce sont des gens et en plus c'est une boîte familiale qui a elle-même 103 ans. Donc l'écosystème dans lequel je vis, j'y vois des gens qui comprennent les contraintes du temps long, à la condition qu'on sache les leur expliquer. Et je pense qu'une des grandes différences avec le management d'il y a 20 ans, j'ai la chance, le privilège, mais comme peut-être certains, d'être manager depuis 25-30 ans. Peut-être dans la salle aussi, je vois quelques têtes grises. Je pense que c'est ça la grande différence. Moi, j'ai eu une expérience dans l'administration, dans le corps préfectoral, en politique et dans le privé, grandes et petites organisations. Il y a 25-30 ans, c'est vrai qu'on donnait une instruction, j'emploie le mot à dessein, ou un ordre, et voilà, les choses suivaient. Aujourd'hui, bien sûr, il faut expliquer la direction, il faut donner du sens à notre action et prendre beaucoup plus de temps qu'auparavant pour expliquer. Très bien. En fait, je voulais citer une étude de l'APEC qui est sortie en janvier 2026. Peut-être certains ou certaines l'ont déjà lu, qui dit que 83% des cadres se disent satisfaits de leur manager, mais il y en a de moins en moins qui souhaitent eux-mêmes devenir manager. Donc, est-ce qu'on a, voilà, pour rester sur cette idée de qu'est-ce qui s'est complexifié, est-ce qu'on a rendu en fait le management moins désirable en fait? Est-ce que c'est devenu un mauvais deal en fait? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un a envie de plus prendre la parole sur ce sujet? Séverine? Oui, je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, le manager, il doit montrer la direction. Ce que tu disais, il doit aussi donner beaucoup de sens. Donc ça prend du temps aussi auprès des équipes. Et c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Donc c'est un temps à prendre qui est très important et pour faire adhérer voilà, toute une équipe à une direction ou même une
une instruction ou une direction qui n'est pas forcément celle qu'aurait prise le manager, mais en tout cas, il faut la faire accepter aux équipes. Donc ça, c'est du temps à passer. Et de toute manière, les collaborateurs attendent ça. Donc c'est beaucoup de temps, c'est compliqué, et c'est à faire en plus de son travail. Je dirais que dans les PME, contrairement à des grosses entreprises, le manager, il a aussi souvent une partie très opérationnelle. Donc il doit à la fois gérer la partie opérationnelle, mais gérer aussi le management. Et c'est une partie qui lui prend beaucoup de temps. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur aussi à des collaborateurs. Et pour exemple, moi j'ai des collaborateurs qui étaient managers et qui, pour une question de réorganisation, ils n'étaient pas à l'aise dans leur rôle de manager. Ce n'est pas quelque chose qu'ils appréciaient et qu'ils ont évoqué plusieurs fois. On les a passés à des postes d'experts techniques dans le cadre d'une réorganisation. Et vraiment, ils sont à la fois soulagés, contents et beaucoup plus heureux de leur nouvelle fonction que d'avoir le poste de manager qu'ils idéalisaient peut-être ou qu'ils envisageaient d'une autre manière. Et en rebond avec ce que tu dis, en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a encore jusqu'à pas très longtemps, et encore dans certaines organisations, le management était perçu comme la voie royale. En fait, je dirais pour progresser, en fait, on voyait beaucoup le côté hiérarchique. Et je trouve qu'il y a quand même des changements, et témoignages. Enfin, l'exemple que tu cites est quand même assez intéressant. Il n'y a pas que la voie managériale, il peut y avoir aussi la voie de l'expertise, dans laquelle on peut prendre énormément de plaisir. Donc peut-être que c'est ce qui crée aussi je dirais, non pas moins de désirabilité, mais en fait un champ des possibles qui s'ouvre. Je pense que c'est très culturel. Moi, j'ai dirigé des filiales, par exemple, en Allemagne ou en Asie, où, comme tu le disais, la filière d'expertise est une filière aussi noble que la filière managériale. Et je trouve que c'est très honnête de pouvoir répondre, et c'est pas un paradoxe ou c'est un faux paradoxe, de pouvoir répondre en même temps, j'apprécie mon management, je le respecte, j'y adhère, et en même temps, je ne veux pas devenir manager. Je trouve qu'au contraire, c'est faire preuve de lucidité. Il n'y a pas de salut que dans le management, fort heureusement. Il faut se connaître soi-même, et même si les choses peuvent s'apprendre en partie, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il faut le reconnaître, me semble-t-il. C'est un peu la question justement là, pour citer encore une fois l'étude de l'APEC, il y a 80% des cadres qui estiment que justement les modes de management ont changé quand même ces dernières années. Donc est-ce que les entreprises, elles ont réellement accompagné quand même les managers à ces changements? Ça, c'est aussi une question de la formation des managers. Ou est-ce qu'on a un peu, pour être un petit peu provocante, laissé les managers se débrouiller tout seuls avec cette formation? Je sens que nos amis DRH vont peut-être être un peu piqués sur cette question. Moi, juste un témoignage, je vois bien la différence entre un grand groupe. J'étais chez Engie, j'étais directeur général adjoint du groupe Engie. Donc au niveau mondial, on avait des systèmes de formation qui existent toujours, je pense, qui étaient extrêmement sophistiqués pour accompagner la croissance des managers, leur montée en puissance, etc., jusqu'au niveau du COMEX. C'était vraiment très bien fait, un investissement dans le capital humain d'une façon générale qui était vraiment très lourd. Là, aujourd'hui, je suis dans une ETI qui fait à peine 300 salariés. C'est une très jolie ETI, le groupe Gipoir, mais c'est une ETI. Et des choses existaient, mais il a fallu qu'on repense un peu, compte tenu des nouveaux plans stratégiques de développement qu'on a voulu développer. Il a fallu vraiment qu'on reprenne en main le management, sa formation, etc. Donc je pense qu'il peut y avoir des différences assez importantes en fonction de la maturité des entreprises et de leur taille. Je pense que c'est intéressant de t'entendre, Alexis, par rapport à la taille aussi. Ouais. Moi, j'ai un parcours aussi dans ce sens-là. J'ai travaillé 25 ans dans des grands groupes, et des grands groupes allemands, très structurés, très organisés, avec beaucoup de processus de formation dans tous les sens. Et il y a 2 ans, en fait, j'ai repris une PME dans la région de Rennes. On fait des machines spéciales. Et c'est un monde qui est totalement différent, en fait. Et je suis en train de restructurer complètement les modes de management au sein de l'organisation. Jusqu'ici, on avait tendance à promouvoir en fait les experts techniques et à leur donner un rôle de manager. C'est plus du tout le sens de l'histoire, en fait. Maintenant, on va chercher des gens qui ont des vraies compétences pour aller manager, pour aller communiquer, pour aller expliquer ce qu'on fait, pour gérer en fait toutes
toutes ces contraintes temporelles qui sont de temps en temps mal comprises. Et donc le skill set du manager, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler et qui a été sous-estimé dans des petites structures comme celle-là. Et donc on a besoin de changer de génération en fait. Alors là, moi, pour le coup, j'ai fait le chemin strictement inverse en fait au parcours de ces messieurs, puisque moi, j'ai plutôt travaillé en PME, ETI pendant 25 ans, et là, plus récemment, en fait, au sein d'une structure. Donc, effectivement, je confirme que chez Engie, il y a un très beau dispositif de formation. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui est intéressant, peu importe la taille, enfin, je dirais, c'est déjà la prise de conscience des dirigeants et d'accorder du temps aussi pour en échanger, en fait, et sortir un peu de l'opérationnel à un moment donné, de travailler aussi, pourquoi pas, en co-développement en fait au niveau je dirais de la ligne managériale, s'inspirer aussi de voir le benchmark, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et surtout prendre des temps en fait, des espaces-temps pour penser en fait l'évolution de nos compétences et des compétences des collaborateurs en fait dans ce monde qui bouge très vite. Et voilà, s'offrir ce temps en fait de ce qu'on appelle donc, le job crafting. On va modéliser surtout en écoutant en fait ceux qui font. Ceux qui sont plus près en fait du terrain. Donc voilà, donc en tout cas aménager des petits espaces en fait pour réfléchir dans ce monde qui va tellement vite. Je pense que ça c'était une clé qui est ouverte à toute entité quelle que soit sa taille en fait. Moi, je voulais juste compléter ce que disait Alexis. C'est vrai que je suis dans une PME de petite taille. On est un peu moins de 100. J'ai été dans des beaucoup plus grosses PME. Et là, dans celle de moins de 100, c'est vrai que la formation n'était pas structurée. Alors, il n'y a pas de RH avant que j'arrive, donc ça explique aussi cette configuration. Mais les managers, c'était des experts techniques promus qu'on n'accompagnait pas spécialement en disant ça va le faire tout seul. Mais voilà, on constate que ça génère beaucoup de problèmes quand ça ne fonctionne pas. Et quand il y a des conflits ou des choses qui ne marchent pas dans une PME petite, ça se voit très très vite. Et ça peut très vite avoir un impact sur le business aussi. Donc là, aujourd'hui, on est en train de créer un vrai parcours de formation pour les managers. Mais pour moi, c'est indispensable. Mais souvent, on sous-estime ce temps, effectivement, d'appropriation de la fonction. Et je suis d'accord avec toi aussi, tout le monde ne peut pas être manager non plus. Et juste sur le recrutement, en fait, vous l'avez un petit peu évoqué aussi, là on a parlé plus de la partie formation, mais sur le recrutement, est-ce que donc justement vous adaptez vos recrutements par rapport à ces nouvelles skills dont vous avez parlé? Je suppose que oui, mais est-ce que vous avez des exemples ou peut-être des contre-exemples aussi sur le recrutement? Ça peut être intéressant, je pense, de partager avec l'auditoire vraiment sur ces difficultés managériales en tout cas. Oui, non, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais en tout cas, nous par exemple, on a pris l'initiative, à l'occasion d'un changement de DRH, de prendre une DRH qui n'était pas issue du monde de l'immobilier. On est une boîte où, bien sûr, il y a une concentration de gens qui sont là depuis longtemps dans le milieu de l'immobilier. Et à l'occasion de renouvellement de membres du COMEX, la DRH, la DIRCOM et puis d'autres, on a intégré des gens qui venaient d'autres mondes avec d'autres réflexes. Là, en l'occurrence, c'était une DRH qui venait de chez Castorama. Notre DIRCOM, de boulanger, etc. Et dans le retail, avec des expériences différentes, des façons de faire différentes. Donc, je pense que c'est très important de mixer les ADN dans un monde qui évolue très vite et où certains secteurs sont confrontés en avance de phase à certaines mutations. Et en complément, mais ça vient abonder dans ce sens-là. En fait, nous chez Engie, on a aussi en fait vraiment un focus qui est fait sur les femmes managers. C'est vraiment une volonté d'avoir vraiment un maximum de parité voilà, au sein des équipes, et puis avec toutes les dimensions effectivement diversité, inclusion au sens large. Mais ça rejoint l'idée, en tout cas, d'offrir des panels en fait très complémentaires, très diverses dans les compétences, dans les sensibilités aussi, parce que c'est dans ces différences qu'on crée le plus de richesse en fait. Alors juste une petite addition aussi de mon côté. J'ai eu le plaisir dans ma vie d'avant de gérer des équipes à l'international avec beaucoup de diversité au niveau des clients. J'étais responsable d'une activité au niveau mondial où on travaillait avec beaucoup de clients différents. Et pour moi, l'objectif, c'était d'aller chercher un maximum de diversité dans les équipes. En fait, d'aller trouver des profils très différents pour essayer de faire du collaboratif, pour essayer d'anticiper ce qui pouvait mal se passer, en particulier au niveau culturel, pour essayer d'éviter un maximum les problèmes.
Et je crois qu'il y a il y a beaucoup de choses à aller chercher du côté des soft skills. On va beaucoup plus maintenant essayer de trouver des gens avec du potentiel, avec des gens qui ont la capacité à ressentir les choses, plutôt que véritablement des compétences techniques. Et pour moi, ça, c'est une des grosses évolutions, en fait. Enfin, de mon côté, en tout cas, je vais chercher de plus en plus ce côté soft et de moins en moins la compétence technique. Qui sera obsolète dans 18 mois, en moyenne. Les études ont montré ça. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on parle du management en milieu culturel diversifié. Avec Parce que tu plaisir. Oui, l'évoquais. non, bien sûr, Non, bien sûr. c'est juste pour Non, non, rebondir. c'est bien parce que c'est vrai que vous avez tous les deux une expérience. Non, c'est bien Ouais, qu'on en parle. Pour Ouais, pas de avoir souci. été à l'international comme toi, etc., je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de richesses à constituer des équipes mixtes à tout point de vue. On l'a dit, notamment en termes de nationalité et donc de culture. Simplement, ça oblige à manager un peu différemment. Et moi, dans les premiers temps, je débarquais de la haute administration, puis après de la politique, et je me suis aperçu, parfois un tout petit peu à mes dépens, qu'il fallait que je m'adapte. Par exemple, c'est pas le même registre d'humour quand on est en cabinet ministériel que quand on est dans un milieu d'ingénieurs internationaux. C'est pas les mêmes blagues. Est-ce que tu veux nous donner des exemples? Non, j'éviterai, mais Ok, on a en fait, aucun il faut faire. exemple. Non, mais plaisanterie mise à part, quand on a un japonais, un africain et un mexicain, c'est pas forcément les mêmes repères culturels, notamment sur le registre de l'humour. J'aime bien faire 2-3 blagues ici ou là. Voilà, je me suis dit, on peut utiliser l'humour, mais il faut faire attention. Ou de la même manière, la façon de donner des instructions quand on est entre soi dans un milieu comment dirais-je, très homogène. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Tout le monde de l'immobilier en France, en plus dans le bassin rennais, etc. On donne une instruction, elle est immédiatement comprise, même si elle est un peu elliptique. On sait de quoi on parle. Quand on est en milieu international, culturel, en plus multifonction, multimétier, il faut donner des instructions beaucoup plus claires. Un Allemand, il faut lui dire comment aller du point A au point B avec les différentes étapes. Un Français, on lui dit, on fait comme on a dit, quoi. Ah bon? Tu voulais rajouter quelque chose? Ok. Je voulais qu'on parle aussi donc voilà, on sent qu'il y a quand même une charge qui est sur les managers. Encore une fois, pour citer cette étude de l'APEC, 51% des managers disent travailler régulièrement sous pression. Et il y en a 31% qui travaillent plus de 50 heures par semaine. On ne va pas avoir ce débat ici sur le nombre d'heures à travailler par semaine, mais voilà, ça c'est ce qui ressort de l'étude. En tout cas, il y a un vrai sujet sur la charge mentale de certains managers, la pression qu'ils peuvent ressentir. Et donc, voilà, c'était une question aussi de est-ce qu'on prend suffisamment soin des managers eux-mêmes, quoi. Voilà, ça c'est la vraie question. Et est-ce qu'on inculque la culture qu'un manager doit prendre soin de lui-même aussi? Il y a une nuance, en fait, parce que pour être un bon manager, il faut commencer, charité bien ordonnée commence par soi-même, et c'est une vraie réflexion, en fait, d'hygiène individuelle, surtout à l'ère de l'infobésité et du temps qui s'accélère. Moi, je pense que c'est une première culture de prendre soin de soi. Et c'est pas aujourd'hui effectivement très développé dans toutes nos organisations, dans notre culture française, qui est très axée sur le présentéisme aussi. Donc c'est à nous aussi au niveau de la direction en fait de développer cette culture du care et en commençant par le care des managers, du prendre soin de soi. C'est ma vision en tout cas. Je pense qu'il est important de prendre des temps d'échange entre managers, ou chose qu'on ne fait pas forcément. Mais par exemple, nous, on a des réunions de CODIR assez opérationnelles tous les 15 jours. On commence par un tour de table en donnant le sentiment du moment, l'état d'esprit, pourquoi, etc. Échanger un petit peu déjà sur notre propre charge mentale pour pouvoir la partager aussi. Parfois, ça permet de relativiser. Mais je pense que ce temps n'est pas pris suffisamment avec les managers. Et est-ce qu'on prend assez soin d'eux? Alors, en tant que DRH, j'espère que oui. J'en vois régulièrement, on échange beaucoup. Mais au quotidien, avec leur propre manager, je ne suis pas certaine que ce soit dans la culture aujourd'hui de prendre ce temps-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'échange avec des pairs? Je pense que, Olivier, tu voulais peut-être revenir sur ça. Voilà. Oui, parce que moi, ta question, je l'avais comprise aussi comme étant celle vraiment du dirigeant. Et pour moi, il y a une différence entre des managers, et tout ce qui vient d'être dit est juste, et le dirigeant ultime, quel qu'il soit, qu'on soit dans la sphère publique ou la sphère privée.
Moi, j'ai toujours constaté où je passe en ministère, à l'Élysée ou ailleurs, que le chef suprême, qu'il soit le président de la République dont j'étais conseiller ou un chef d'entreprise d'une ETI bretonne, le patron, il y a toujours une forme de solitude dans l'exercice du pouvoir ultime, parce qu'on n'a personne vers qui se retourner. Et il y a souvent beaucoup de pudeur dans la culture française sur ces questions-là. C'est un peu ce que vous avez dit à l'instant. Et donc c'est vrai que la seule façon que moi j'ai vu de pouvoir traiter le sujet, ce sont des cercles, parce que je crois pas trop à un COMEX. Alors c'est bien de le faire et d'échanger, d'avoir des séminaires COMEX où on peut parler, etc. Mais on ne s'ouvre jamais complètement parce qu'il y a de la pudeur ou de la crainte ou que sais-je. Et moi, j'ai eu la chance une fois de participer à un petit groupe de parole qui était assez restreint de 5-6 personnes qui venaient d'entreprises tout à fait différentes et on se retrouvait autour de quelqu'un qui nous accompagnait et qui nous permettait, une fois tous les trimestres, de se voir et de se parler en toute franchise, en se mettant vraiment à nu. Et moi, personnellement, ça m'a fait un bien fou. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Je l'ai fait une seule fois, mais ça m'a aidé à passer un cap. Et sans faire de publicité aucune, mais on a des beaux réseaux. En fait, on a la chance en Bretagne d'être un terreau associatif très puissant. Et il existe aussi des associations comme APM pour les dirigeants, GERM pour les communautés de direction, Émergence pour les managers de proximité. Voilà. Donc, en tout cas, effectivement, c'est important aussi parfois de sortir un petit peu de son entité et d'aller en fait échanger. Et nous, au niveau de la NDRH, on le pratique également et on apprécie. Alexis, tu voulais en rajouter ou tu étais... Je suis parfaitement en phase avec ce qui a été dit. Je crois que c'est important de laisser des espaces de respiration à tout le monde. En tant que dirigeant, en fait, d'écouter les salariés, mais de temps en temps, les salariés managers en particulier. Effectivement, on est confronté à cette pudeur. De temps en temps, les gens ont du mal à exprimer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'organisation, que ce soit professionnelle ou à l'interface avec leur vie perso. Et c'est aussi dans notre rôle de dirigeant d'aller poser 2-3 questions sans rentrer dans l'inquisition, mais juste écouter, être attentif aux signaux faibles. Alors peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais je pense que c'est aussi la grosse différence entre un dirigeant et une IA. On est sensible aux signaux faibles et ça change absolument tout. Et donc si on arrive à mettre en place cette écoute et à montrer que exprimer une difficulté, sans parler de faiblesse, mais vraiment un problème ne devient pas un inconvénient dans le monde professionnel. On a déjà fait un grand pas dans l'amélioration des modes de management. Donc il faut vraiment privilégier cette écoute. Je crois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, là, une fois de plus. Bon, merci à vous. Donc, je vois qu'on est déjà en train d'évoluer vers la deuxième partie. Donc, en fait, on a parlé pas mal des anciens modèles qui fonctionnent moins bien. Et la question, c'est qu'est-ce qui fonctionne encore, même si on a déjà commencé ensemble à évoquer pas mal de solutions et pas mal en tout cas, des choses que vous avez pu mettre en place dans vos différentes structures. Donc là, on passe à la deuxième partie. Donc, quel management fonctionne encore aujourd'hui? Donc, ça répond, voilà, ça rebondit complètement à ce que tu viens de dire. J'ai commencé à vous tutoyer, je ne sais pas si vous avez vu cette différence. C'est un switch volontaire, hein. J'espère que vous avez tous remarqué. Parce qu'en fait, ils se tutoient entre eux. Moi, si je les vous vois, c'est un peu étrange. Donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'un manager doit encore apporter qu'aujourd'hui, une IA ou un process, une organisation ne pourra jamais apporter? Qu'est-ce qui, finalement, pourquoi on a encore besoin des managers, en fait? Voilà, c'est ça la vraie question. Il y aurait une réponse, je pense, un peu démago, consistant à dire l'homme c'est l'homme, la machine c'est la machine. Je pense que l'IA qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas du tout l'IA dans 30 ans, dans 50 ans, dans ce qu'elle ne fait pas encore, comme faire preuve d'empathie ou singer l'empathie de façon quasi parfaite, elle le fera un jour. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce qui me fait flipper personnellement d'ailleurs. Mais donc, je sais pas. Après, c'est une question
je pense que l'homme reprendra de la valeur une fois qu'on aura été fatigué des machines. Mais c'est pas une question, comment dirais-je, de capacité ou d'incapacité à diriger, parce que il y a déjà des IA qui sont dans des conseils d'administration. Il y a des boîtes asiatiques qui ont, il y a déjà 15 ans, des IA comme membres du conseil d'administration, avec voix. Donc, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. La réponse sera évolutive, en tout cas. Et effectivement, on est en pleine mutation. Enfin, moi, je trouve qu'on vit une époque formidable, faite de beaucoup de transformations. En tout cas, moi, dans ma vision, le manager de demain, peut-être qu'on verra, hein, mais sera un pilote, en fait, dans un management hybride, constitué, en fait, d'êtres humains, bien évidemment, mais aussi de plateformes avec des agents IA. Quand on aura bien pensé, en fait, à ce qui doit être mis par l'IA sur des activités à automatiser, à plus faible valeur ajoutée, etc., de ce qui doit rester en fait de l'ordre de l'humain parce que c'est stratégique, on veut piloter, c'est de notre valeur ajoutée, etc. Donc ça va être un rôle qui va évoluer. On parlait beaucoup d'hybridation entre le distanciel et le présentiel, mais demain, ça sera entre des plateformes d'agents IA et des humains. C'est quand même ma perception. Non, très bien, si on parle de l'IA, je l'avais prévu un peu plus tard, mais c'est très bien. Non, mais restons sur ce sujet. En fait, l'IA est censée nous faire gagner du temps, et notamment sur la partie les managers, en tout cas, sont censés gagner du temps. Est-ce que le temps qui est récupéré par l'IA est nécessairement récupéré en fait par les managers? C'est ça la question. Est-ce qu'on arrive à vraiment faire cette bascule? Est-ce que il y a du temps qui est gagné grâce à l'IA aujourd'hui pour les managers? Pour moi, pour l'instant, on est dans la découverte, en fait, et il y a une espèce d'euphorie. Oh, mais regarde ce que tu peux faire avec l'IA. Oh ouais, c'est super. Mais donc, on rajoute des couches. C'est ce qui fait aussi ce sentiment, en fait, de surcharge mentale, parce qu'on est en pleine découverte, un peu excité par cette nouveauté. Je suis pas sûre que pour l'instant on réinvestisse vraiment, et chapeau pour ceux qui ont vraiment sont arrivés à avoir cette distance, cette bonne gestion du temps. Pour ma part, je suis encore moi dans cette euphorie de la découverte et j'ai pas encore réussi à trouver ce bon temps à réinvestir, même si en fait on essaye effectivement d'être de plus en plus dans l'écoute et d'avoir vraiment un temps humain déconnecté qualitatif. Et ça redonne, avec une note d'espoir, je trouve que ça sublime le lien humain quand on est en fait sans ordinateur, sans rien, juste entre nous. Et quel plaisir aussi d'être entre humains. Moi, je voulais rajouter pour corroborer tout ça, c'est que là, on est dans une vraie phase de transformation. Et les managers, même s'ils gagnent du temps, il faut aussi qu'ils passent du temps à rassurer leurs équipes. Certains ont peur de l'IA, leur métier va changer, leur métier se transforme, donc ils doivent aussi passer beaucoup de temps à réorganiser différemment, le temps libéré peut-être par des ingénieurs en développement, ils passent peut-être plus de temps en contrôle ou à faire des choses plus à valeur ajoutée. Et le manager, pour moi, c'est le chef d'orchestre de tout ça, donc il doit, même si c'est nouveau pour lui aussi, il doit aussi accompagner ce changement auprès des équipes. Et là, on est dans quelle phase? Je pose volontairement cette question de façon ouverte. Est-ce que, au final, les managers réussissent à... Pardon, je vais reformuler ma question. On voit qu'il y a beaucoup de collaborateurs en fait qui utilisent déjà l'IA, et donc c'est un peu la première technologie qui est venue du bottom et qui là le top se retrouve vraiment bousculé, alors que les autres renversements comme les changements technologiques étaient arrivés plutôt par le haut vers l'ensemble de la pyramide. Là voilà, est-ce que les managers se retrouvent pas un petit peu dépassés des fois avec des collaborateurs qui savent mieux qu'eux peut-être utiliser l'IA? Voilà, ça peut être une inquiétude parce que je rebondis sur ce que tu disais sur le fait qu'il y a certains managers qui peuvent être inquiets aussi. Donc, est-ce que vous avez des exemples des gens qui ont peut-être changé, des exemples dans vos structures sur cette partie? Sur des exemples par rapport à l'IA, c'est vrai que nous, on utilise une IA dans l'entreprise, mais on voit que tout le monde ne le fait pas, utilise des choses parallèles. Donc le manager doit aussi être là pour recadrer.
Mais c'est pas forcément clair pour lui non plus parce que l'entreprise, elle apprend au fur et à mesure. Donc, on n'est pas forcément en avance, comme tu disais, sur ce sujet-là. Et je pense que le manager peut être en difficulté aussi, hein. Les collaborateurs font un peu, parfois, même sans le dire, utilisent l'IA, des stagiaires, enfin peu importe qui. Mais en tout cas, c'est important de cadrer cette utilisation. Et on est parfois en retard là-dessus. Quitte à mettre un peu de perplexité dans le débat, moi, redire mon sentiment, c'est que l'IA qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas nous dans notre ETI, c'est de l'IA qui nous permet de faire des modélisations 3D ultra rapides quand on aborde un projet immobilier, de gagner du temps sur les fonctions support, etc. Enfin, c'est utilisé finalement assez rapidement, l'appropriation est facile. Il n'y a pas de barrière technologique à l'entrée, enfin pas de barrière pour l'usager en tout cas. Mais cette IA-là, ce n'est les prémices d'une véritable, à mon sens, IA générative et qui va être capable d'accompagner et aussi objectivement de concurrencer le cerveau humain sur des fonctions stratégiques. Moi, j'en suis convaincu. C'est pas très plaisant à entendre. D'ailleurs, il y a des analyses de grands cabinets d'audit ou de conseil plutôt et moi au début ça m'étonnait, je voulais pas l'entendre, qui disait que la concurrence de l'IA allait se faire non pas seulement comme on le dit depuis le début sur des fonctions comptables ou des fonctions juridiques, etc. C'est déjà le cas évidemment, mais aussi sur des fonctions de management. Alors pas dans l'interaction humaine. Encore que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des premiers robots humanoïdes qui vont arriver, mais je pense qu'il faut s'attendre à devoir vivre avec cette IA, probablement sur un mode hybride, et surtout pas imaginer que non, le management, c'est la valeur ajoutée de l'intelligence humaine, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Effectivement, moi je crois beaucoup à cette hybridation. Par contre, en fait, on doit veiller à ne pas développer la dette cognitive, c'est-à-dire en fait sur des choses qui sont clés, ne pas, enfin bien toujours maîtriser en fait comment c'est fait derrière, bien sûr les algorithmes, vérifier en fait l'éthique et les biais qui pourrait y avoir et piloter en fait cet algorithme et cette éthique. Donc on voit déjà apparaître des postes d'éthiciens en fait en IA dans nos entreprises. Donc il y a quand même une gouvernance à réfléchir dès maintenant pour la RGPD aussi qui est impactée. Comment est-ce qu'on va avoir une IA vraiment la plus propriétaire pour limiter en fait l'affût des données. Donc il y a quand même une réflexion à avoir assez rapidement sur pour moi la gouvernance de l'IA et puis inculturer nos managers et ça c'est pour que pas on est tous un peu dépassés, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir des personnes en fait qui sont expertes et qui vont pouvoir apporter. Et si c'est l'occasion de créer du reverse mentoring avec des personnes qui vont apporter au manager, c'est super. Enfin, voilà, le manager est plutôt en coach et en accompagnement en fait, en développement en fait de toutes ces belles compétences qui vont se développer. Alors, je vais me balancer un petit pavé dans la mare, mais je trouve que nos managers ils sont pris en tenaille en fait aujourd'hui. Ils sont pris en tenaille entre des équipes plus jeunes qui ont une capacité à s'approprier l'outil beaucoup plus rapide, et ils sont pris en tenaille aussi avec le dirigeant qui voit dans l'IA un moyen d'accélérer. D'aller créer un petit peu plus de valeur et de concentrer les équipes sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Et le manager, il se retrouve coincé entre les deux en fait, parce qu'il sait pas exactement comment gérer cette transition-là. Et il se retrouve dans une situation qui en fait est extrêmement inconfortable. Et nous, en tant que dirigeants, on doit pouvoir les accompagner autour de ça, en expliquant quelle est la vision, ce qu'on veut faire de l'IA. Et honnêtement, sur beaucoup de PME, il y a quand même pas mal de gens qui savent pas du tout comment gérer ce genre de transition. Enfin, c'est une poule devant une clamolette. Et ça, c'est un gros souci en fait. Et je pense que c'est aussi important dans pourquoi les équipes se projettent de moins en moins dans des fonctions managériales, parce qu'il y a ce côté, on fait quoi ? Un beau pavé dans la mare, merci. Parfait.
Bon, je pense qu'on résoudra pas ça et c'est pas l'objectif de toute façon, hein. Le but, c'est de lancer aussi ces sujets et voilà, de comprendre les transitions qui sont en cours. Peut-être on peut parler un peu de leadership, voilà, pour se donner aussi du baume au cœur sur ce qui fonctionne en management. Est-ce que on avait parlé tous ensemble en préparation de est-ce que le leadership aujourd'hui doit être plus incarné, voilà, pour donner plus de sens et est-ce que c'est une des clés pour le management de demain notamment? Moi aussi, je lance des pavés dans la mare, donc c'est à vous. Ouais, alors moi, je suis convaincu qu'effectivement, le leadership doit être incarné de plus en plus. On s'aperçoit qu'on a la communication, entre autres sur les réseaux sociaux, elle est de plus en plus personnelle. Elle est de moins en moins gérée par les sociétés, mais de plus en plus par les personnes. Parce qu'on a besoin de donner cette vision, d'entraîner les gens dans le sillage, et c'est beaucoup plus facile de suivre une personne physique que de suivre un concept, hein, quel qu'il soit, que ce soit une société ou autre chose. Et je crois que cette communication, elle est super importante. Donc pour moi, l'incarnation, elle apporte la dimension humaine. Et la dimension humaine, elle a cette capacité à accepter la différence, à accepter la complexité, la difficulté, beaucoup plus que l'IA, ou beaucoup plus que le concept même de l'objectif. Donc pour moi, oui, il n'y a pas photo en fait. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, à une réserve près, c'est que l'incarnation, elle est attendue, les hommes se reconnaissent dans des hommes, au sens mixte du terme évidemment, mais notamment, c'est ce qu'arrivent à faire les grandes organisations, il faut qu'elles soient incarnées pas forcément par une seule personne, parce que sinon ça pose la question de la résilience de l'entreprise. Et notamment pour les ETI, les PME, etc., si c'est le grand patron, la grande patronne qui incarne tout le leadership, qui prend tout l'espace, etc., le jour où il lui arrive malheur de façon accidentelle, c'est une menace finalement vitale qui pèse sur l'entreprise immédiatement. C'est ce qu'arrivent à assez bien faire les grands groupes en arrivant à faire vivre plusieurs personnages clés dans le groupe qui ne voyagent jamais dans le même avion, par exemple, quand ils se déplacent. Comme un gouvernement ne voyage jamais dans le même avion quand il se déplace. Et c'est très important, ces questions de résilience de l'entreprise. Il faut faire attention à ce que le leadership soit un peu réparti et que ce ne soit pas l'affaire d'un seul homme égotique. Pour abonder dans ce sens-là, en fait, réparti, mais basé sur des valeurs, sur un socle de valeurs communes. Ça, je pense que c'est le bon mixte entre effectivement répartition, portée avec quand même des valeurs socles dans lesquelles on se retrouve bien en fait en faisant partie de l'entreprise. Juste en complément en fait sur le leadership et pour revenir un peu sur l'IA aussi, le leadership c'est fait effectivement d'authenticité et aussi d'humanité avec toutes nos failles. Et je pense que en restant humain, avec aussi nos erreurs, nos défauts, et bien finalement c'est ce qui fait aussi que voilà, les gens je dirais que nous suivent parce que on a cette fibre d'humanité. Donc j'espère que on sera pas encore tout de suite rattrapé par les IA avec les failles humaines, mais voilà. Donc en tout cas rester authentique avec des valeurs, un collectif. Et je pense que déjà, quand on a ça, on est capable d'aller très loin à plusieurs. Juste pour compléter, moi je crois beaucoup dans la notion de binôme dans le management. Et d'ailleurs, on voit bien la gouvernance des grandes entreprises évolue. Avant, quand on regarde le CAC 40, il y avait souvent un PDG, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était le modèle dominant. Aujourd'hui, la dissociation de la gouvernance est le modèle dominant. Chez Engie, on a vécu la transition en direct. Et donc, finalement, il y a un binôme président-direction générale qui, lorsqu'il est harmonieux, fonctionne extrêmement bien. Nous, on se l'appliquait nous-mêmes dans le petit groupe Giboire, où on est encore une fois que 300. Il y a 2 DG, on est co-DG, avec un membre de la famille Giboire et moi-même, etc. Et je l'ai vécu à d'autres occasions. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut s'ajuster, mais quand ça fonctionne bien, c'est ultra efficace et c'est plus résilient. D'ailleurs, ce qui est intéressant de constater, c'est notamment pour la jeune génération d'entrepreneurs en fait qui arrive, il y a de plus en plus de cofondateurs, ce qui était moins le cas il y a 30 ans. Et c'est intéressant aussi de voir cette évolution en fait dans l'entrepreneuriat. Merci à vous. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, mais en fait là, je vous entends sur
le côté management bienveillance, manager humain. Bon, vous me voyez venir avec les gros sabots. Donc, est-ce que c'est la seule option possible vraiment? Est-ce que voilà, on est devenu complètement réfractaire à l'autorité, en tout cas les collaborateurs? Et donc, est-ce que évidemment, il n'y a que le management humain qui fonctionne, la bienveillance? Non. Non, je crois que c'est super important de gérer la relation avec nos collaborateurs de la même façon qu'on gère la relation avec nos clients. On essaie d'apporter de la valeur à nos clients, on essaie de remplir les objectifs, on essaie d'être sympa, on essaie d'être gentil, mais de temps en temps, il faut savoir dire non, en fait. Et c'est là où on va vraiment créer du lien. Dire oui à tout, en fait, c'est relativement facile. Les conséquences peuvent être dramatiques. Dire non, c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'on a réfléchi aux limites, ça veut dire qu'on a anticipé, ça veut dire qu'on a préparé les raisons du non, parce qu'un non tout court, c'est pas acceptable pour personne. Donc il faut savoir le justifier. Si le non est correctement justifié, on marque énormément de points en fait, parce qu'on montre qu'on fait bien son boulot et on montre qu'il y a des limites. Et c'est dans la définition de ces limites en fait qu'on gagne et qu'on donne vraiment beaucoup de crédibilité à ce qu'on fait. Donc je suis persuadé en fait que c'est dans le non qu'on gagne. Et juste en complément, le oui et le non, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, c'est donner aussi un cadre que de savoir dire non. On l'apprend aux enfants, mais en fait, cette sécurité, en fait, elle est importante. On en est au début de la pyramide de Maslow, mais effectivement, poser les limites. D'ailleurs, les collaborateurs nous le demandent régulièrement. Bon, ok, mais c'est quoi le cadre et c'est quoi les règles? Et finalement, on décide quoi? Donc, c'est important, effectivement, voilà, en ayant une bonne palette, hein, on le sait bien dans le management situationnel, il y a des fois en fait on pourra être en délégation complète et en bienveillance complète et allez-y, vous savez même pas me tenir informé, je vous fais confiance. Et puis parfois, ben voilà, il y a une décision à prendre, je la porte et je vous explique pourquoi. Voilà, après, avec toutes les nuances qu'il y a entre les deux. Je suis complètement d'accord, c'est ce que j'allais dire. Le cadre est hyper important parce que les collaborateurs le réclament, hein. Quand ils connaissent le cadre, après, ils savent dans quoi évoluer. Et ils attendent aussi que les managers leur disent non, leur expliquent. Donc ça, c'est complètement, pour moi, le métier du manager, effectivement, c'est s'il sait dire non. Je pense que ce sera un meilleur manager que celui qui dit oui tout le temps. Et ça finit en problématiques bien différentes et qui arrivent souvent au service RH parce que le manager, il ne sait pas gérer. Donc on est là en accompagnement, mais le manager, pour moi, il doit savoir dire non, expliquer pourquoi, il doit être juste, en fait, c'est ce qu'attendent les collaborateurs, voilà, de savoir expliquer les décisions. Et déjà, c'est un grand pas pour être un meilleur manager. Et j'ajouterais une chose, parce que ça a été très très bien exprimé, je trouve, qu'il y a des noms qui peuvent être fondateurs, qui sont, même s'ils sont expliqués, pas très bien compris. Par exemple, des noms sur telle et telle requête, parce qu'on sait qu'une crise arrive et qu'elle va impacter durement. Et on a un temps d'avance, on est payé pour ça quand on est dirigeant. Et un nom que moyennement compris prend tout son sens 6 mois, 1 an après, et on vient au contraire nous remercier quelque part d'avoir su dire non, parce qu'on a pu, par exemple, éviter un plan social pour l'entreprise en ayant pris le taureau par les cornes dès le début. Voilà, donc le facteur temps, je trouve, il est très important aussi pour faire de la pédagogie. Et un bon patron, un bon manager d'une façon générale, ça s'apprécie sur un temps long. Merci à vous. On approche de la fin de cette table ronde avant de, évidemment, vous entendre si vous avez des questions dans le public. J'avais envie de finir sur quelque chose qui va peut-être, là vous étiez globalement d'accord, mais peut-être qui va vous serez pas forcément d'accord. C'était sur le management à distance, sur le travail hybride. C'est toujours un grand débat qu'on a pour les managers et pour les organisations. Il y a plusieurs questions là-dedans. C'est comment on crée la confiance à distance avec les équipes. Ça, c'est un premier sujet. Donnez-nous votre position aussi, évidemment, sur le travail à distance. Voilà, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Comment on crée aussi de la cohésion avec ces nouvelles formes d'hybridation du travail. Voilà. Donc, je veux bien vous entendre là-dessus pour conclure. C'est pas facile, celle-là. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Quand on a tous traversé la belle expérience Covid, j'étais en charge d'équipes qui étaient distribuées partout dans le monde. Et le basculement en 100% distanciel, en fait, n'a pas eu véritablement d'impact sur la performance. On a continué à tourner de manière tout à fait correcte, comme si c'était rien passé, en fait, d'un point de vue opérationnel.
Et au bout de quelques mois, on a vu les modes de communication qui commençaient à évoluer au sein de l'organisation, avec beaucoup moins de coups de téléphone, beaucoup plus d'écrits, des écrits qui se raccourcissaient de plus en plus, qui devenaient de plus en plus secs et parfois un peu violents. Et on s'est rendu compte que les équipes communiquaient de plus en plus mal et étaient beaucoup plus conflictuelles. Et je crois que c'est ça le risque, en fait, dans le 100% distanciel ou dans le majoritairement distanciel, c'est de créer des difficultés dans l'alignement au sein des équipes. Et pour moi, le 100% distanciel, en fait, il ne marche pas très très bien. Donc on a besoin de s'assurer d'un certain nombre de points fixes pour que les gens échangent en live. On connaît tous les chiffres en termes de communication entre l'écrit et ce qui est non écrit ou non verbal. Et c'est super important que les gens puissent voir ça. Donc moi, je suis pas un grand fan des équipes qui se voient jamais. On a besoin d'assurer ça. Est-ce qu'on a un peu de contradiction sur cette partie-là? Sur le télétravail, c'est vrai que dans le monde de la tech, on pourrait imaginer que le 100% de télétravail, c'est très facile, que tout le monde travaille à distance et que ça se passe très bien. On n'est pas non plus dans l'entreprise où je travaille hyper fan du télétravail. On a quand même une charte qui existe parce qu'aujourd'hui, si on veut recruter, si on n'a pas de télétravail, c'est compliqué. Mais ça a beaucoup nui, en fait, après le Covid, ça a beaucoup nui à l'innovation. On avait beaucoup de choses qui se passaient de façon un peu off, soit en salle de pause, soit de façon informelle quand on se croise en salle de réunion ou au café ou peu importe. Et pour l'innovation, vraiment, alors moi je viens pas du monde de l'innovation, donc j'avais pas forcément ça en tête, mais on le constate vraiment. On a déposé beaucoup moins de brevets, enfin depuis 5 ans on a quand même un petit peu de recul. On a déposé moins de brevets depuis 3 ou 4 ans et le PDG qui est dans l'innovation depuis 20 ans nous confirme que l'émulation, en tout cas liée à l'innovation, est beaucoup moins forte depuis que le travail hybride est en place. Donc c'est difficile à faire accepter aux équipes. Ils nous réclament très souvent beaucoup plus de télétravail. J'ai des collaborateurs qui sont partis parce qu'on n'avait proposé pas de 100% télétravail. Mais voilà, c'est pas la politique de l'entreprise et c'est pas le choix du PDG non plus et de la direction d'aller dans ce sens-là. Pour l'innovation, en tout cas, c'est hyper important de se voir, de se croiser, de discuter, et pas simplement dans le cadre d'une réunion bien formalisée, en fait. Je partage en fait les positions pour l'innovation, pour la créativité et puis tout simplement aussi pour la création d'un collectif commun en fait où on va prendre le café ensemble et aussi c'est un peu moins formel qu'un mail ou que même une visio qui reste quand même assez froide. Donc après il faut trouver le bon dosage. Effectivement, certains collaborateurs nous le demandent, d'autres n'en veulent pas du tout. Je dirais qu'encore une fois, c'est un management d'adaptation, en fait, mais en même temps, en ayant quand même un minimum de temps passé au niveau du collectif. Nous aussi, on a constaté en fait que on est en train plutôt de réduire en fait le nombre de jours pour trouver un bon équilibre. Ah, je pensais pas qu'on serait aussi alignés. Moi aussi, tu vois, j'ai essayé de provoquer du paradoxe et de la contradiction et j'ai pas réussi au final. Moi-même, je partage compte sur vous, je suis un poil sceptique sur, non pas le principe du télétravail, mais son quantum. C'est une question de... Alors nous, on a, pour donner un exemple concret, ça fait partie des choses sur lesquelles on n'est pas super populaire avec mon co-directeur général, c'est qu'on a limité à 1 jour de télétravail. Alors je pense qu'il y a des métiers qui se prêtent davantage que d'autres au télétravail, à l'évidence. Métiers de créa ou des métiers de conseil, etc., ou qui se prêtent très bien au télétravail. Mais dans une boîte qui a les pieds dans le béton, si j'ose dire, par exemple, comme la promotion, si vous ajoutez les temps de déplacement professionnel pour voir des clients, pour voir des chantiers, etc., que vous y ajoutez les RTT et tous les congés merveilleux qui ont été inventés, je vais passer pour un vieux con, ces derniers temps, et vous ajoutez une dose de télétravail, vous faites un petit calcul, et vous voyez qu'il y a des gens qui mathématiquement ne vont jamais se croiser ou une fois tous les 3 mois, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est juste pas du tout acceptable parce que ça crée plein d'effets pervers qui ont été, je trouve, très bien esquissés. Je voudrais en citer un autre que moi j'ai vécu quand j'étais patron de Tractebel, une boîte d'ingénierie mondiale dont le siège était à Bruxelles, mais avec 5000 ingénieurs répartis dans le monde entier, qui était arrivé jusqu'à 3 jours de télétravail. Donc j'ai cassé ça à titre personnel.
Et parce que, en fait, ça avait créé un système à deux vitesses qui était très égoïste, je trouve, entre ceux qui étaient dans la boîte depuis des années et des années et qui avaient des réseaux internes hyper efficaces, qui connaissaient, savaient à qui téléphoner, à qui parler, parce qu'ils connaissaient tout le monde, et les newcomers qui arrivaient, voilà, et qui étaient complètement paumés et qui, au bout d'un an, n'étaient toujours pas correctement intégrés dans l'entreprise, ben parce qu'il n'y avait pas toute cette communication informelle et toutes ces rencontres qui sont si nécessaires pour constituer les réseaux internes. Donc ça détruit beaucoup de valeurs et c'est difficilement quantifiable. Parfait, merci. Je pense que ça nous a permis aussi de reparler de d'autres sujets sur le leadership, les choses qui fonctionnent dans le management. Donc c'était une question supplémentaire. Est-ce que, voilà, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Est-ce que dans le public, il y en a certains qui ont envie de poser des questions à nos intervenants, que je remercie encore une fois. Merci déjà pour votre intervention. Je pense qu'on a parlé beaucoup des managers de proximité, premier et deuxième niveau. J'aimerais avoir votre point de vue sur cette notion d'exemplarité. Je parle assez fort pour tout le monde ou cette notion d'exemplarité et de nos dirigeants. Et si on a la chance d'avoir un profil hybride qui est passé dans la politique, de nos dirigeants, de nos politiques, qui a peut-être contribué à donner envie ou moins envie aux gens de manager. Donc c'est vrai qu'on a pas mal remis en quoi. Là, vous avez évoqué les nouvelles méthodes, les soft skills qu'on pouvait aborder, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité des comités de direction, des patrons, dans leur manque d'exemplarité, pour donner envie d'aspirer, entre guillemets, les premiers niveaux d'encadrement? Vous vouliez un pavé dans la mare? C'est ce qu'on avait demandé, merci beaucoup. Hein. Je ne sais pas s'il y a une critique qui est... Non, je ne la pense pas ciblée. Non, mais je pense que c'est très important ce qu'on venait de dire. S'il y a un point commun entre le public et le privé, quel que soit le milieu associatif ou... c'est que bien sûr, plus on est haut dans la hiérarchie, on va dire, plus il faut être exemplaire. Et c'est très difficile. Les gens sont quand même très exigeants vis-à-vis des responsables d'une façon générale et des responsables politiques en particulier, qui en plus ont à faire face au dévoilement de leur vie privée, à l'intrusion des médias sociaux, des chaînes de télé continue, etc. Et donc l'exigence est extrême aujourd'hui et ça peut faire peur parce que les exigences ont été évolutives vis-à-vis des managers quels qu'ils soient. On est beaucoup plus exigeant aujourd'hui qu'on l'était il y a 20-30 ans, ça j'en suis tout à fait persuadé. En politique c'est évident et il fallait probablement faire le ménage et on a raison globalement d'être exigeant. Je trouve qu'il y a quand même une limite. Elle est difficile à poser ou à tracer, enfin c'est pas à moi de le faire ce soir en tout cas, c'est qu'à force d'être toujours plus exigeant vis-à-vis des autres et parfois un peu moins vis-à-vis de soi-même, ce qui est quand même un truc très français, on peut créer aussi une société aseptisée ou pousser justement les dirigeants à être insincères, parce qu'il faut qu'ils soient tellement lisses, sinon ils s'en prennent plein la gueule, qu'ils peuvent plus exprimer complètement ce qu'ils sont. Et on en arrive à des biais comme ceux qu'on décrivait tout à l'heure. Il est allumé. Moi, je vais juste citer, quelque chose qu'un de mes collaborateurs m'a dit il y a quelques années, où j'avais la mauvaise idée de me plaindre de quelqu'un de mon équipe. Et ce collaborateur, un Suédois, donc c'est juste pour donner une petite peinture culturelle là-dedans, m'a dit mais on a les équipes qu'on mérite. Ben, en fait, il a totalement raison. Et elle est là l'exemplarité. Quand ça merde dans nos équipes, je suis désolé d'être un peu trivial, c'est notre responsabilité et on doit l'assumer. Et on doit surtout pas dire que c'est la faute d'un de nos collaborateurs. C'est une profonde erreur. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien dans nos équipes, c'est le dirigeant qui est responsable. Alors le dirigeant, s'il a démontré avant qu'il avait bien donné les bonnes consignes et qu'il avait bien expliqué et que la personne n'a pas écouté et machin, ça c'est une autre histoire. Mais laisser les choses dériver, c'est de notre responsabilité et malheureusement, c'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais en tout cas, moi j'en suis convaincu.
Alors, je sais pas s'il regardera le replay, mais en tout cas, merci Stéphane, parce que j'ai appris quelque chose ce jour-là. On va lui envoyer, ouais. Tu me donneras son adresse. Ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'il y a les équipes dont on hérite, mais au bout de quelques années, il y a les équipes qu'on mérite. Si on n'a rien fait, effectivement, c'est à soi qu'on doit blâmer, pas quelqu'un d'autre. C'est le dicton complet, quoi. Parfait. Et juste pour reboucler sur ce que disait Olivier, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, dans la modalité de gouvernance, ça peut être aussi justement pour pas se sentir un peu moins seul, parce que c'est quand même beaucoup de poids, de responsabilité, d'avoir un co-dirigeant ou un sparring partner. Enfin, on prend les formes. En fait, en tout cas, ne pas rester seul, pour aussi être en vigilance soi-même, en fait, sur le chemin et l'exemple qu'on donne à ses collaborateurs. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le micro est juste là, donc Bertrand. Bonsoir, merci pour cette table ronde. Alors moi, Bertrand, en tant qu'étudiant, parce que depuis ce début d'année, je suis le EMBA de la Rennes School of Business, après 25 ans de management, 8 années de direction commerciale. Moi, j'ai une question assez simple, mais pour la mettre dans le contexte, je vais vous donner 3 éléments. Le premier élément, vous avez parlé d'équipe, de people. Vous avez parlé de solitude, du dirigeant, mais pas que, de manager. Et puis vous avez aussi parlé de la technologie IA, qui vient justement perturber la stratégie, les process et les équipes. Vous avez estimé des besoins, parce que vous avez dit les équipes ont besoin, on n'est pas prêt, de toute façon le monde bouge, on n'a pas de solution. Donc moi je vous pose une question simple. Si vous pouviez, avec une baguette magique, exprimer votre besoin, qu'est-ce que vous exprimeriez tant en formation dans vos équipes ou en service qui vient de l'extérieur pour vous accompagner dans cette transformation qui va durer très longtemps, comme les transformations qu'on a su épuiser ces 30 dernières années. En fait, il veut que tu l'aides à préparer la suite. Voilà, c'est malin. Alors, qui peut se lancer sur la baguette magique? Vous avez carrément le droit de réfléchir. Allez, je me lance. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui est précieux, c'est le temps. Enfin, moi, en tout cas, je ressens cette accélération, on avait parlé en préambule, etc. Et c'est d'offrir, en fait, des petits espaces-temps, en fait, de réflexion avec les équipes qui font. Bien les éveiller sur aujourd'hui l'état, mais même si ça va évoluer, tout ça va évoluer très très vite, l'état des technologies et comment en fait ensemble finalement on réfléchit à l'impact que ça a sur nos compétences et comment ensemble on a envie en fait d'infléchir et d'aller dans un sens et peut-être pas dans un autre. Qu'est-ce qui est externalisable sur l'IA, de ce qui l'est moins. Et voilà, c'est en fait créer des espaces où collectivement on se sent un peu moins impuissant, mais on reprend les mains et on est acteur en fait dans un contexte aussi mouvant. Voilà. Et je pense que de la même manière qu'aujourd'hui les bons circuits d'études, de formation, ce sont ceux qui apprennent à apprendre. Moi, je pense que nos organisations doivent devenir elles-mêmes apprenantes et que sur ce sujet, le facteur temps est très important et avoir soit de la flexibilité pour faire venir des talents un temps, ça n'existe pas trop en France, mais moi parfois j'aurais besoin de talents sur 18 mois, d'un profil particulier, éventuellement de très haut niveau qu'on ne trouve pas comme ça en freelance forcément. Ou alors de confrontation organisée avec d'autres entreprises dans une notion de benchmark approfondi. C'est ce genre de choses dont on aurait besoin. Ça existe en partie, c'est pas toujours bien adressé. Je sens qu'il faut répondre. Comme tu veux, Alexis, tu as le droit à une baguette magique, c'est quand même pas mal. Non, mais il faut se jeter un peu à l'eau de temps en temps. De quoi j'aurais besoin? Moi, je pense que j'aurais besoin de donner des perspectives aux équipes. En fait, on a
Alors le terme est probablement pas très bien choisi, mais je trouve qu'on subit une évolution. On a un certain nombre d'acteurs, en particulier dans le monde de l'IA, qui sont en train de donner des impulsions qui sont totalement hors de notre contrôle, et avec des cas d'usage, des applications qu'on découvre une fois que le moteur est mis sur le marché. Et on n'arrive pas trop à influencer, on n'arrive pas trop à voir comment on peut reprendre le contrôle là-dessus. Alors moi, je rêve d'une IA qu'on pourrait contrôler un petit peu plus au sein de la société. Donc aller plugger des modules qui viennent de l'extérieur, mais avoir un moteur qui soit propriétaire. Pour contrôler toute cette intelligence, tout le processus créatif qui aujourd'hui part quelque part et qui est totalement hors de contrôle. Et ça, c'est très anxiogène pour les équipes. Et ça, si on pouvait trouver une solution pour sortir de ça, on ferait un grand pas en avant. Ouais, pour compléter ça, j'allais dire que les équipes sont très inquiètes aujourd'hui. Moi, je travaille avec une majorité d'ingénieurs en développement informatique. Et aujourd'hui, il y en a qui sont très en avance, d'autres qui très en retard parce qu'ils ne veulent pas y aller, ils ne savent pas ce que leur métier va devenir. Donc si j'avais une baguette magique, ce serait de savoir comment va évoluer le métier, comment les accompagner. Et comment l'IA va aussi évoluer, parce qu'il se pose beaucoup de questions. Le code généré par l'IA, il appartient à qui? Les problèmes de propriété intellectuelle. S'il y a des bugs dans 3-4 ans, que l'ingénieur qui a utilisé l'IA pour générer le code n'est plus là, ça leur semble être des vides techniques parce qu'ils ne sauront pas comment faire. Donc voilà, comment tout ça va évoluer pour que leur métier soit un petit peu plus... ils aient un peu plus le chemin. Parce qu'aujourd'hui, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Et même en travaillant dans l'innovation, c'est des populations qui sont très inquiètes aujourd'hui. Merci pour cette bonne question. Est-ce qu'on a encore une question ici? Est-ce qu'on peut faire passer le micro, si c'est possible? Sinon, je me redéplace avec un micro. Merci. Oui, bonsoir, merci pour la table ronde. Christophe, moi j'ai une question par rapport au management d'équipe. Il y a un point qui est très important dans le management d'équipe, c'est si on veut rendre une équipe robuste, résiliente et efficace, c'est tout ce qui concerne la confiance psychologique. C'est-à-dire permettre aux gens de parler librement, sans être jugés, pouvoir proposer des choses, etc. Et je voudrais savoir si vous avez mis des choses en place dans vos entreprises par rapport à ça, pour augmenter cette confiance psychologique. Je suis volontaire sur ce coup-là. Alors moi, ce que j'ai mis en place, c'est beaucoup de flexibilité au sein de l'organisation du travail, de telle manière que les salariés puissent s'absenter s'ils en ont besoin, sans forcément donner de justification, donc des compteurs d'heures, de ce genre de choses. Et ça, c'est évidemment une première étape. Mais c'est aussi s'assurer que on parle en codir de ce qu'on ressent au sein des équipes, savoir si on voit des risques, si on anticipe un certain nombre de choses, de telle manière qu'on puisse anticiper et traiter les problèmes. Une fois de plus, il y a une frontière entre la vie professionnelle et la vie privée qu'il est extrêmement important de respecter. Donc on ne peut pas forcer les gens à expliquer leurs problèmes perso, mais on doit être en mesure de leur donner l'écoute et la compréhension dans un cadre strictement confidentiel, de telle manière qu'on puisse leur donner la flexibilité dont ils ont besoin dans des phases de vie qui peuvent être un peu plus compliquées. Et voilà, donc il y a une partie très formelle sur des compteurs d'heures, des choses comme ça, et puis une partie un petit peu plus soft sur l'écoute.
Donc effectivement, donner un cadre précis, on en a parlé. De la confiance, c'est le socle de base. Aussi de la responsabilisation et de l'autonomisation, en fait, avec des moyens, enfin, en tout cas, trouver les moyens qui vont bien. Après, sur le confort psychologique que tu indiquais, effectivement, dans des périodes de transformation assez profondes, il existe pas mal de dispositifs au niveau RH, en fait, qui sont mis en place. Ça peut être des référents de proximité, en fait, qui ne sont ni le manager, mais des personnes qui ont été formées, en fait, pour aussi offrir cette écoute et cette redirection. Ça ne veut pas dire qu'ils sont psychologues, hein, c'est pas le cas, mais en tout cas l'orientation qui va bien. Ça peut être aussi parfois par des services extérieurs, des centres de médecine, du travail, etc., qui proposent, ou des centres privés qui proposent en fait des espaces, des lignes d'écoute et d'échange. Je sais que j'ai déjà organisé des permanences aussi en entreprise, en fait complètement anonymes, mais c'était en open bar en fait pour venir déposer aussi, que ce soit privé ou pro d'ailleurs, parce qu'on est qu'un, hein, finalement. Mais en tout cas d'avoir ces petits temps aussi, et puis une culture en fait on est des êtres humains, donc c'est normal, on est faillible, et c'est plutôt sain en fait d'exprimer, d'exposer ou de poser. Voilà, je pense que c'est plutôt culturel. Et puis aussi dans le confort psychologique, et ça je pense qu'en France on a encore pas mal à progresser par rapport à d'autres cultures, la reconnaissance et la célébration des succès, parce que c'est ça qui en fait développe la confiance en soi. On sait dire quand ça va pas, on sait un peu moins dire en France, je trouve, quand ça va bien. Et voilà, c'est aussi une culture en tant que manager de célébrer tous les petits succès, les reconnaissances, en fait, tous les petits pas qui sont faits par chaque membre de notre équipe. Donc moi, je sais que j'avais déjà mis des murs des succès, en fait, où chacun venait déposer, en fait, dès lors qu'il était content, il voulait nous partager quelque chose. Et ben, au sein de tout le plateau, en fait, il y avait ce mur des succès. Bon, c'est plutôt une culture. Je propose qu'on fasse ça à Rennes School of Business. Donc j'espère que mes managers ne sont pas là, mais ça me paraît une très bonne idée. Je voudrais peut-être apporter une réponse avec un angle un peu différent sur les espaces de discussion, de dialogue, d'expression d'idées un peu sécurisés que l'on peut créer. Je pensais déjà à l'expression d'une méthode qui soit claire. Moi, en tout cas, ce que j'ai toujours pratiqué, c'est parce que j'ai été assez frappé par les modèles des entreprises japonaises, alors qui ne sont pas un modèle sur tous les sujets, mais en gros, dont l'idée est préparation longue et difficile, guère facile, c'est-à-dire des temps de préparation où on dit clairement que tout le monde a le droit d'exprimer ses idées, on le demande, et on prend pas les gens pour des imbéciles, on les examine, ces idées, on les scrute, on les jauge, on en écarte certaines, on en récupère d'autres. On prend le temps qu'il faut, surtout quand on prépare des grandes réorientations stratégiques de telle ou telle entité. Et en revanche, à la phase d'exécution, là, moi, à titre personnel, j'ai toujours exigé la plus grande discipline. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de temps pour discuter, créer un maximum de consensus. Je dis bien consensus, c'est pas une unanimité. Et parce qu'on a pris ce temps long et qu'on est légitime, en revanche, la phase d'exécution, c'est pas chacun qui dit moi j'aurais pas fait ça comme ça, etc. Et là, c'est exécuté. Je pense que c'est un modèle assez efficace, moi, en applique. Et je trouve que c'est assez sécurisant parce qu'on prend pas les gens pour des idiots. Là, il y a un temps de débat, de contradiction. On a le droit de pas être, et on a même presque un devoir de pas être d'accord avec son chef. Il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, le chef reste chef, et quand on passe en phase d'exécution, on fait comme on a dit, quoi. Je voulais juste illustrer, parce qu'on a eu un exemple assez récent de ce type de fonctionnement. On a mis en place une réorganisation des équipes R&D marketing pour coller plus au business, en fait, c'était plus lisible. Et avant ça, on a fait ce qu'on appelait un forum ouvert où tous les collaborateurs étaient invités et on avait quelques thématiques qui étaient ciblées et chaque collaborateur pouvait participer aux thématiques et dire tout ce qui ne fonctionnait pas à son sens. Donc on a eu plein de choses de remonter, c'était hyper riche. Et après, on a travaillé en groupe de travail à 2 fois pour proposer une organisation qui pareil, était un consensus. Hein, c'était quand même limité. Et on a ensuite présenté et plaqué cette organisation 2 mois après. Et du coup, elle est quand même acceptée majoritairement. Enfin, tout le monde a participé ou a pu s'exprimer en tout cas. Et ça, je pense que c'est important pour les collaborateurs de pouvoir donner leur point de vue. C'est une façon de travailler qu'on a sur les gros sujets qui fonctionne assez bien.
pour avoir partagé ce même type d'expérience. C'est vrai que maintenant, on est de plus en plus sur ces exercices d'intelligence collective, facilitation, etc. Je compléterais en fait en disant, étant donné que les gens se sont investis personnellement en fait pour donner des idées, c'est aussi très important derrière d'être hyper vigilant sur le plan d'action et la communication liée à ce plan d'action. Et parfois, ça pêche un petit peu dans nos... voilà, on passe beaucoup de temps, mais après, qu'est-ce qui advient derrière? Donc voilà, vraiment avoir ce point de vigilance sur... pour rappeler, on s'était dit ça, voilà le plan, où est-ce qu'on en est? Il y a des choses qui sont retenues, d'autres pas, mais d'être vraiment... voilà, prendre un soin important sur la communication. Super, merci beaucoup. Sauf s'il y a encore une question. Ah, on a encore une question. Et après, je vous propose qu'on clôture après celle-ci. Bonsoir, merci. J'avais une question peut-être un petit peu basique, mais on peut avoir le sentiment que l'évolution de la fonction managériale, elle s'est fait un peu de manière empirique, selon les différentes transformations rencontrées par l'entreprise, les différentes attentes des populations, et que ça vient parfois, et ça a été dit ce soir, un peu en plus des missions opérationnelles. Du coup, j'avais une question. Est-ce que dans vos organisations respectives, vous avez mené ce travail de quantifier et d'objectiver le temps de passer par les managers à manager, enfin, aux missions strictement managériales? Merci pour cette question. Déjà, sans donner les chiffres, mais est-ce que le travail a été fait? C'est ça qui est intéressant. Non. Non, c'est pas quantifié. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans le fonctionnement de la société, c'est sa performance avant tout. Et donc, je m'assure que tout le monde ait bien compris les objectifs et chacun est libre d'organiser ses modes de fonctionnement dans son domaine de responsabilité. Je suis profondément allergique au micromanagement. Et donc, si certaines personnes ont besoin de plus de temps sur la fonction managériale que d'autres, c'est quelque part de leur responsabilité. Ce qui va me poser un problème, c'est si c'est pas fait. Et là, on rentre dans une discussion qui est un peu différente. Mais je crois que c'est hyper important de laisser aux gens la liberté de s'organiser comme ils le veulent. Et dès qu'on commence à quantifier, à donner des objectifs comme ça, je trouve qu'on perd beaucoup en spontanéité et en capacité, en fait. Donc, pour moi, c'est contre-productif, en fait. Moi, c'est non aussi. Hein, ça n'a pas été quantifié. Et je dirais que dans les plus petites structures, c'est en plus difficile à faire, effectivement, parce qu'ils ont le côté opérationnel malgré tout. Et c'est peut-être cette double casquette qui rend le management moins désirable aussi, parce que c'est des gens bien occupés. Donc ça peut sembler difficile. Mais non, c'est pas quantifié non plus. Alors moi, je suis dans une équipe en fait où j'ai 40 personnes et en fait, on a fait un choix l'an dernier bon, mauvais, on verra dans le temps, mais effectivement, en fait, on avait des managers qui étaient quand même très opérationnels et on s'est réorganisé pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur du management à temps plein. J'y vois des bénéfices parce que ça nous permet en fait vraiment d'avancer, d'avoir des managers formés sur le management ils peuvent moins dire oui mais non mais avec tout l'opérationnel qu'on a en fait là je peux pas me consacrer en fait au management. Maintenant il faut aussi veiller en fait à ce qui ne se déconnecte pas non plus des réalités opérationnelles. Voilà, mais pour l'instant en tout cas avec un an de recul ça se passe plutôt bien. Alors non plus. Mais je pense qu'en tout état de cause, je suis pas sûr que vouloir quantifier pour prévoir serait tout à fait possible et réaliste, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que d'abord, d'une équipe à l'autre, en fonction de la sociologie des gens qu'on a à manager, ça peut être plus ou moins chronophage. Et puis même pour une même équipe, en fonction des phases de développement de l'entreprise ou des chocs exogènes que l'on peut se prendre, il peut y avoir des nécessités d'investir beaucoup plus dans le management pour aider à passer une crise, par exemple, qu'en temps de run, de tranquillité du business. Donc de toute façon, c'est éminemment variable. Donc je pense qu'il faut pas se mettre dans des petites cases et vouloir quantifier ce genre de choses. Je suis pas sûr que ce soit utile, en fait. Juste pour apporter ce que moi je pose la question, je forme les managers, j'ai posé la question
questions à des centaines de managers depuis une dizaine d'années, en règle générale, ils me répondent entre 5 et 10% de notre temps. C'est vraiment ce qui ressort, consacré au management, c'est-à-dire donner un feedback, fixer un objectif, recadrer, donner du sens. Entre 5 et 10%, c'est très rarement au-dessus de ce que j'ai entendu de mon expérience. On les appelle des managers. Managers de proximité, souvent on leur dit tu vas faire ça en plus du reste. Avant que le débat ne s'enflamme dans la salle. Non mais un directeur, non mais c'est une bonne remarque. Là, je pense que ce que vous venez de décrire, c'est probablement vrai pour des fonctions de management d'exécution et certainement. Mais justement, quand on est par exemple directeur général d'une entité, je me suis pas amusé à quantifier, mais c'est sûrement beaucoup plus que ça. Planifier l'embarquement des gens, etc. Enfin, après, ça dépend ce qu'on qualifie de management ou pas. La ligne est difficile, mais c'est probablement beaucoup plus que cette proportion. Super, merci beaucoup. Je propose qu'on clôture cette table ronde. Je vous remercie encore tous les quatre. Voilà. Je pense effectivement qu'on peut les applaudir.